Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire de se cultiver, la chaîne qui parle de cinéma. Aujourd'hui, on va revenir sur la carrière de l'acteur, pour moi, qui est emblématique et représentatif de la nouvelle vague, à savoir Jean-Pierre Léaud. J'espère que vous allez bien, malgré le contexte assez anxiogène dans lequel se trouve la France en ce moment, à un niveau politique. Malheureusement, dans la vidéo, la vidéo est un peu en continuité avec l'actualité, puisque on va parler un peu de politique pour certains films. Mais ce sera bien loin du macronisme et de tout ce qu'on peut entendre sur BFM TV. Donc restez jusqu'au bout, parce que je pense que ça peut être plus intéressant que ce qui est dit dans les chaînes d'infos en continu. Sur ce, on peut commencer la vidéo. Jean-Pierre Léaud est né le 28 mai 1944 à Paris dans le 20e arrondissement. Son père est le scénariste Pierre Léaud et sa mère est la comédienne Jacqueline Pierrieux, donc autant dire que Jean-Pierre Léaud a passé son enfance dans le cinéma. La carrière de Jean-Pierre Léaud commence très vite puisqu'après une petite apparition dans La Tour prend garde de Georges Lampin, sorti en 1958, Léaud est repéré par François Truffaut, qui est un enfant très turbulent, avec un esprit de révolte semblable à celui de Truffaut dans sa jeunesse. Bon, du coup, je vais pas dire énormément d'éléments biographiques sur Jean-Pierre Léaud, parce que on va forcément commencer directement avec le premier film qui l'a rendu célèbre, à savoir Les 400 coups de François Truffaut, sorti en 1959 sur un scénario original de François Truffaut. Les 400 coups racontent l'histoire d'un enfant, Antoine Douanel, interprété par Jean-Pierre Léaud, un enfant turbulent qui a une relation compliquée avec ses parents et avec l'école car il sèche souvent les cours, ce qui lui vaudra d'être enfermé dans un centre pour mineurs délinquants. Aussi jeune que Jean-Pierre Léaud pouvait l'être à ce moment-là, en vrai il en a 14 et 12 ans dans le film, la personnalité forte de Léaud se ressent déjà. Sa tendance à dire et faire des conneries pendant le film montre le potentiel de l'acteur tout au long du film. Le film est aussi le lancement de ce qu'on appelle en France la nouvelle vague, même si l'on avait vu ce mouvement cinématographique avait été initié par Agnès Varda avec La Pointe courte 5 ans auparavant. La nouvelle vague se veut faire des films plus réalistes que ce qu'il existe déjà, et ainsi les 400 coups montrent la vie d'Antoine Douanel, sans mise en scène et sans tabou. De plus, les films sont tournés dans des décors réels, ce qui est plutôt rare à l'époque. Pour les raisons du film et certainement à cause d'une fibre paternelle sous-jacente, Truffaut prend Léaud sous son aile pendant tout le film et la promotion de celui-ci en lui faisant rencontrer les gens du milieu. D'ailleurs, il adapte le personnage d'Antoine Douanel à la personnalité de Léaud. Truffaut démentira toute sa vie toute ressemblance entre le personnage de Douanel et sa propre enfance, car il n'a pas vécu la même. Pourtant, sa personnalité colle énormément avec celle de Léaud, et ça on le verra au fur et à mesure de sa vie. En fait, la vérité, c'est que François Truffaut a eu peur toute sa vie des retombées du film sur sa vie personnelle et familiale. Il avait peur que ses parents prennent le film comme une sorte d'affront pour lesquels ils pourraient lui en vouloir. Le film, en tout cas, est le début d'une série de 4 films et d'un court-métrage qui mettra en avant le personnage d'Antoine Douanel sur 20 ans. Il remporta plusieurs prix, comme le prix Méliès ou encore un prix du Festival de Cannes pour la mise en scène du film. Les prix que le film a raflés ne reflètent donc pas les seulement 450 000 entrées qu'il fit au cinéma. Monsieur, c'était ma mère, monsieur. Et ta mère, qu'est-ce qu'elle a encore? Elle est morte. Ah, fiche. Le deuxième film dont on va parler s'inscrit dans la continuité de la jeunesse de Jean-Pierre Léaud, c'est Boulevard de Julien Duvivier, sorti en 1960, d'après le roman de Robert Sabatier. Le film raconte la vie de Jojo, interprété par Jean-Pierre Léaud, un adolescent qui se débrouille par lui-même et habite dans une chambre de bonne. Le film montre le quotidien de Jojo pour se trouver à manger, mais aussi les interactions qu'il a avec les différents protagonistes de l'immeuble. En faisant ce film aussitôt après les 400 coups, Duvivier a certainement cherché à voguer sur la vibe autour de Léaud, qui était à une certaine apogée, on va dire. En réalité, si on peut croire que Duvivier a fait un film qui ressemble aux 400 coups, il en est totalement différent. Déjà, il ne s'agit pas d'un film de la nouvelle vague, mais bien d'un film scénarisé qui suit le livre dont il est adapté, et le personnage de Jojo n'est pas adapté à Léaud comme celui d'Antoine Douanel, même si Léaud joue correctement son rôle. Une preuve que Léaud s'adapte au rôle qu'on lui propose à cet âge. En fait, le film est plutôt simple, c'est juste un film qui témoigne de la vie à Pigalle au travers des yeux du personnage de Jojo.
Le film n'aura bien entendu aucun prix, d'autant plus que Julien Duvivier, réalisateur vieillissant, a eu du mal à tenir son rôle de réalisateur. Finalement, Léo se mit en retrait du cinéma en se formant auprès de Truffaut, qui s'occupait de lui comme un père, mais aussi auprès de Godard sur plusieurs tournages où d'ailleurs il fit des apparitions comme dans Pierrot le Fou à titre d'exemple. Bon, donc là on va vraiment parler sérieux. En cinéma, que vous savez, j'ai du mal à comprendre, le cinéma de Godard. Parce que le troisième film dont on va parler, c'est Masculin-Féminin, donc de Godard, sorti en 1966. Donc c'est sur un scénario de Godard, mais il s'est inspiré des nouvelles La femme de Paul et Le signe de Maupassant. Donc le film raconte l'histoire de Paul, un jeune tout juste démobilisé, interprété par Jean-Pierre Léaud, qui recherche un travail et milite contre la guerre du Vietnam. Il est amoureux de la jeune Madeleine, interprétée par Chantal Goya, qui est une jeune chanteuse à en devenir et favorise sa carrière plutôt que sa relation avec Paul. Ici, on a encore un scénario simple, pourtant le film est beaucoup plus compliqué que ça. En effet, on a deux personnages amoureux qui s'affrontent. Paul, calé sur les questions politiques, et Madeleine qui pense plus à la musique et à l'amitié, et tout ça passe sur fond de société de consommation comme Godard aime le rappeler pendant le film. Dans cette société, justement, Paul a du mal à vivre, cette société qui devient son temps, pourtant. Le film aborde des questions plus importantes comme l'orientation sexuelle, pour exemple la scène où Paul surprend deux hommes en train de s'embrasser, la sexualité tout court et les tabous de l'époque par rapport à la contraception, sujet dont il est intéressant de se questionner dans une France pré-mai 68 où le gaullisme et l'américanisation progressive de la France se fait. Au final, le film témoigne de cette jeunesse d'après-guerre qui grandit dans un monde où ils n'ont pas connu la guerre. Dans cette France, ils ont deux choix. Soit ils s'adaptent, soit ils se rebellent. À cause du thème de la sexualité abordé pendant le film, même si moi je trouve que c'est plutôt intéressant la manière dont c'est abordé, et il n'y a vraiment aucun dialogue cru dans le film, franchement comparé à d'autres films, c'est rien. Le film est quand même interdit aux moins de 18 ans à sa sortie. Jean-Pierre Léaud recevra l'Ours d'argent du meilleur acteur au Berlinale de 1966, prix mérité car son jeu a changé. Léaud devient celui qu'on connaîtra par la suite. Cette voix et ce phrasé si particulier. Masculin-Féminin reste à ce jour, à titre personnel, mon film préféré de Godard. Et pourtant, Dieu sait que j'ai du mal avec les films de Godard, mais je trouve que dans ce film, il y a énormément de choses qui sont dites qui sont plutôt vraies, et c'est assez innovant pour l'époque. Le quatrième film dont nous avons parlé, c'est un autre film de Godard, La Chinoise, sorti en 1967 sur un scénario de Godard, qui s'est inspiré du roman La Conspiration de Paul Nizan et Les démons de Fyodor Dostoïevski. Alors pour ce film, déjà je suis obligée de faire une dédicace à mon frère, parce qu'on a regardé ce film ensemble, on a rigolé sur ce film ensemble, mais on a aussi réfléchi sur ce film ensemble. Donc spéciale dédicace à mon frère qui je sais regardera cette vidéo puisqu'il les regarde toutes. Donc le film, que l'on pourrait croire simple par sa synopsis, à savoir un groupe de jeunes vit dans un appartement parisien. Ce groupe de jeunes est composé que de révolutionnaires maoïstes. Les deux personnages les plus importants sont Guillaume, interprété par Jean-Pierre Léaud, et Véronique, interprétée par Anne Wiazemski. Bon, déjà je pense qu'il faut expliquer ce que c'est le maoïsme. C'est un courant du communisme révolutionnaire développé au XXe siècle par Mao Zedong, chef du parti communiste chinois, qui arrive au pouvoir en 1949 en Chine. Le maoïsme est pour le prolétariat. Alors le prolétariat, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en gros la classe moyenne, donc les ouvriers. Et donc le maoïsme, il renie l'impérialisme. L'impérialisme, c'est une politique qui vise à réduire d'autres États sous sa dépendance politique ou économique. Merci Google. Bon, vraiment pour ce film, soit faut être avec son téléphone avec Google, soit avoir le petit Robert, le petit Larousse, tout ce que vous voulez à côté de vous. C'est vraiment compliqué. Le film est en soi une discussion entre tous ces personnages autour de la Révolution. Déjà, qu'est-ce que c'est la différence entre une révolte et une révolution? Parce que souvent on confond les deux. Une révolution, ça aboutit à un changement, alors qu'une révolte, non. Dans le film, les protagonistes suggèrent que seuls les assassinats politiques amènent à la révolution. Ce qui nous amène
plutôt à réfléchir si on pense à la Révolution française par exemple. On a aussi l'impérialisme américain qui est à nouveau critiqué, notamment par le biais d'un sketch qui met en avant la brutalité de la guerre au Vietnam. Bon, la chinoise, c'est vraiment compliqué à expliquer, comme ça il faut voir le film pour comprendre, car plusieurs choses qui sont dites sont vraies, mais vraiment je conseille de regarder avec un dictionnaire, car beaucoup des mots utilisés sont vraiment compliqués à définir. Je pense qu'il faut mettre en pause et puis regarder la définition des mots à chaque fois. D'ailleurs, l'actrice Anne Wiamerski avait une oreillette pour donner ses répliques dans le train, dans la scène du train, car c'était trop compliqué à retenir. Ce qui prouve vraiment que ce que je dis pour une fois c'est vrai. Enfin pour une fois. Tout ce que je dis est vrai, voyons. Bref, avec ce film, on est vraiment entré dans l'ère politique de Godard, qui entraîne Jean-Pierre Léaud dans ses idées, puisqu'il participera à mai 68, et d'ailleurs le film en lui-même est un film qui montre que les tensions contre le gaullisme montent en France et qu'on approche proche d'une rébellion. Le cinquième film dont on va parler, c'est Le départ de Jerzy Skolimowski, sorti en 1967 sur un scénario d'Andrzej Kostenko et de Jerzy Skolimowski. Le film raconte l'histoire de Marc, interprété par Léo, jeune coiffeur passionné de voitures. Il s'inscrit à un rallye avec une Porsche 911 S parce qu'il pense qu'il va pouvoir emprunter celle de son patron. Mais en fait, le patron part avec pendant le week-end. Donc Marc va chercher à tout faire pour obtenir l'argent afin d'obtenir cette voiture. Ou alors plutôt pour en louer une. Le film dénonce une nouvelle fois la fougue de la jeunesse incarnée par Marc dans l'avant-mai 68 et une nouvelle fois la férocité de la société de consommation avec toujours Marc qui veut cette voiture, qui représente en quelque sorte l'Amérique. Il est d'ailleurs prêt à tout pour obtenir cette voiture, vendre des meubles ou encore se prostituer. Ouais, on va jusque-là. Est-ce qu'on peut voir cela comme une métaphore des pays alliés à l'Amérique à l'époque? C'est bien possible. La seule personne dans le film qui le résonne est Michel, interprétée par Catherine Duport, qui, amoureuse de lui, tente de le dissuader mais en même temps l'aide pour rester près de lui. Pour le choix des acteurs, le réal choisit les deux acteurs principaux pour leur performance dans masculin-féminin et du coup pour le fait qu'ils eurent déjà joué ensemble, ce qui selon lui faciliterait le tournage. La barrière de la langue pour le tournage est très handicapante mais finalement constructive car le réal doit mimer les actions que le personnage de Léo doit jouer, ce qui donnera lieu, je trouve, à un jeu parfois très burlesque de la part de Léo que l'on ne lui connaissait pas et ce n'est pas plus mal. Bref, le film s'inscrit de nouveau dans la lignée des films où Léo montre ses convictions politiques par le biais de films toujours à la veille de mai 68 qui va arriver. Le sixième film dont on va parler, c'est le fameux Baiser volé de François Truffaut, sorti en 1968 sur un scénario de François Truffaut, Claude de Givray et Bernard Revon plutôt, d'après le roman Le Lys dans la vallée de Balzac. Le film raconte la suite plutôt de l'histoire du fameux Antoine Doinel, quelques années après le court-métrage Antoine et Colette. On arrive à la vie d'adulte d'Antoine Doinel qui vient de quitter l'armée. Partagé entre Christine Darbon, interprétée par Claude Jade, et Madame Tabar, interprétée par Delphine Seyrig, il enchaîne les boulots comme détective privé. Le film reste bien dans la continuité de la série d'Antoine Doinel, car Léo développe bien son personnage et se sert de ce qu'il a appris chez Godard pour jouer un personnage qui au premier abord paraît bizarre, mais finalement c'est la personnalité attachante d'Antoine Doinel qui fait qu'on aime tant ce personnage. En fait, ce qui est plutôt marrant avec le personnage d'Antoine Doinel, c'est qu'on a un adulte enfant. Dans les 400 coups, on se disait que c'était normal puisqu'il était enfant, mais là il essaye de jouer l'adulte alors qu'il a encore des comportements et des réactions très enfantines. C'est de là où réside l'amour que l'on peut porter à ce personnage. Le titre du film Baiser volé est dû à la chanson Que reste-t-il de nos amours de Charles Trenet, dont les mots baiser volé sont entendus dans le refrain. On entend d'ailleurs la chanson au début du film. Le film, très connu en France, a reçu de nombreux prix en France et à l'étranger. Il a même été nominé à l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. Bref, la série Antoine Doinel, c'est une saga tellement connue en France, je conseille à ceux qui ne l'ont pas vu de le revoir. Des fois il vient sur Netflix, donc vous pouvez regarder sur Netflix, hein. Et ou sinon il existe des coffrets et tout pour regarder le film. Vraiment, ces films sont très bien. Vous aimez la musique, Antoine?
Oui, monsieur. Le 7e film dont nous allons parler, c'est un film un peu plus méconnu de François Truffaut. Pourtant, c'est mon film préféré de François Truffaut. C'est Les Deux Anglaises et le Continent de François Truffaut, sorti en 1971. D'après un scénario de François Truffaut et Jean Goriot, d'après le roman de Henri-Pierre Rocher de 1956, à savoir qu'il s'agit du même auteur que Jules et Jim. Le film raconte l'histoire d'un triangle amoureux. Claude Rock, interprété par Jean-Pierre Léaud, est invité par Anne Brown, interprétée par Kika Markham, en Angleterre. Elle a une sœur, Muriel Brown, interprétée par Stacey Tendenter, dont Claude tombe amoureux, mais son amour est divisé entre Anne et Muriel car les deux sœurs sont totalement opposées. Anne est plus extravertie que Muriel. Le film suit ce triangle amoureux sur plusieurs années, de la visite en Angleterre jusqu'au retour en France, où plusieurs péripéties vont arriver entre les trois protagonistes principaux du film. Comme je l'ai dit, ce film est clairement mon préféré de la filmographie de Truffaut et de Jean-Pierre Léaud. Il était aussi le préféré de Truffaut lui-même et était déçu qu'il n'ait pas rencontré le succès qu'il attendait. Il faut dire que dans ce film, Truffaut a mis toute son âme suite à sa relation amoureuse qui s'est mal terminée avec Catherine Deneuve. Il a voulu que tout cet amour se reflète dans le film, et on le voit bien. Dans ce film, comme Léaud et Truffaut collaborent de nouveau, Truffaut a voulu expérimenter quelque chose de nouveau avec Léaud en le sortant de sa zone de confort. Il veut faire de Léaud un personnage plus adulte pour le film, et cela se ressent bien si l'on compare ce personnage à celui d'Antoine Doinel, ce qui prouve que Léaud sait s'adapter aux films dans lesquels il joue. Enfin, qu'il sait vraiment jouer quoi, parce que là il joue vraiment un adulte et pas un adulte enfant. Le film s'éloigne de la nouvelle vague que Truffaut avait initiée puisque dans ce film, qui déjà s'inspire d'un roman, les dialogues sont joués, rien n'est le fruit du hasard dans le film. Le film aborde aussi le thème de la sensualité car le personnage de Claude initie les deux femmes à l'amour dans tous les sens du terme, les deux Anglaises ayant peu d'instructions à ce niveau-là de par les restrictions de leur mère. La musique de Georges Delarue, je sais jamais dire son nom, magnifie encore plus le film. Bref, un autre film à voir, si vous ne l'avez pas vu, voyez-le vraiment, c'est un chef-d'œuvre pour moi du cinéma français. Le 8e film dont on va parler, c'est La Maman et la Putain de Jean Eustache, sorti en 1973, sur un scénario original de Jean Eustache. Ce film, plus qu'original, raconte l'histoire d'Alexandre, interprété par Jean-Pierre Léaud, jeune homme plutôt oisif car n'a pas de travail et passe son temps à donner des leçons philosophiques aux autres. Il profite de l'appartement de son amante Marie, interprétée par Bernadette Lafont. Il finit par rencontrer Véronica, interprétée par Françoise Lebrun, qui est une femme très libérée, et séduit Alexandre. Très vite, Alexandre est divisé entre ces deux femmes. Autant dire que ce film, très philosophique et pourtant rempli de variété, a pour thème principal l'amour et la sexualité libérée, puisque les trois protagonistes principaux tentent un ménage à trois et ont énormément de discussions autour de la sexualité. Le film peut décourager de par sa longueur, il dure plus de 3 heures. Moi-même, je me souviens que je l'avais regardé en plusieurs fois, car il y a énormément de dialogues à écouter, donc c'est dur de rester concentré pendant plus de 3 heures. Encore énormément d'idées sont mises en avant, la polygamie, la sexualité, le désir et même les règles. Ce qui m'a le plus marqué déjà, c'est ce qu'il dit par rapport au désir des femmes. Les femmes dites libérées sont considérées comme des putains, alors qu'un homme qui couche avec plein de femmes est vu comme un winner dans notre société patriarcale. Donc ça, j'étais assez d'accord sur ce point-là. Ensuite, j'étais contente qu'un film aborde, même si cela est rapide dans le film, le mot règle, qui encore au début des années 70 est un tabou. En effet, à cette époque, la plupart des filles qui ont leurs règles pour la première fois ne savaient pas ce que c'était, parce que c'était un sujet tabou pour les parents qui ont été aussi élevés comme ça, et la plupart des filles croyaient alors avoir une maladie, et cela a été perçu comme quelque chose de sale, le sale secret des femmes. Et ces croyances, elles remontent il y a tellement de siècles. On peut prendre exemple au Moyen-Âge. Les femmes qui avaient leurs règles n'avaient pas le droit de se rendre à l'église le temps de les avoir, car elles étaient considérées comme sales. Bref, La Maman et la Putain, c'est un film ultra intéressant, avant-gardiste, je dirais qu'il précède vraiment par rapport au thème de la sexualité, Les Valseuses.
dans une France coincée, encore bien loin des lois qui se préoccupent des femmes contre la loi Veil sur l'avortement, qui ne sera inventée que 2 ans après la sortie du film. Le film a bénéficié d'une ressortie l'année dernière en 4K, ce qui est pas plus mal, parce qu'il était temps que ce film se fasse connaître. Au final, c'est un film réalisé par un homme, mais très féministe dans l'ensemble. Donc je dis chapeau pour un film des années 70 comme ça, vraiment un film à voir, à écouter, à regarder. L'avant-dernier film dont on va parler, bon, c'est un petit peu plus léger, c'est La Nuit américaine de François Truffaut, sorti en 1973, donc sur un scénario de François Truffaut, Jean-Louis Richard et Suzanne Schiffman. La Nuit américaine, c'est l'histoire de la création d'un film. Je vous présente Pamela, par un réalisateur qui s'appelle Ferrand, interprété justement par François Truffaut, qui montre comment on gère la création du film, mais surtout le tournage, dont les problèmes avec les acteurs qui sont souvent pénibles dans le film. On a donc une pléiade d'acteurs, Jacqueline Bisset qui interprète la vedette du film, Julie Baker qui sort d'une dépression nerveuse, Valentina Cortez qui interprète Séverine, une actrice en plein déclin due à son âge et qui est alcoolique, Alexandra Stewart qui interprète Stacy et qui a caché sa grossesse au réalisateur, Jean-Pierre Aumont qui interprète Alexandre, dragueur invétéré, et enfin Jean-Pierre Léaud qui interprète Alphonse, un acteur rapidement troublé par la rupture avec Liliane, interprété par Dany. Le film est ce qu'on appelle un film dans un film, une sorte d'inception de film, quoi. On peut d'ailleurs voir toutes les techniques employées au cinéma, dont la fameuse nuit américaine qui est un procédé utilisé pour tourner des scènes en plein jour qui se déroulent la nuit, d'où le titre du film. Le film, aussi intéressant qu'instructif, rencontre le succès et remporte plusieurs prix, dont le prix Méliès, mais surtout le fameux Oscar du meilleur film étranger, et franchement c'était bien mérité, parce que c'est vraiment un film qui est très bien fait. Ça fait un peu fiction, réalité, c'est vraiment très bon comme film, et il méritait largement cet Oscar. Contrairement au personnage que Léo avait pu incarner dans Les Deux Anglaises et Le Continent, là, on a un retour un petit peu en arrière de la part de Jean-Pierre Léaud qui incarne encore un peu un enfant adulte qui pense que Dany lui appartient, vraiment, et qui se comporte vraiment bizarrement parfois. Et c'est assez drôle, du coup, dans le film, enfin, beaucoup de personnages se comportent bizarrement. Je vais pas parler de l'épisode du beurre moulé, ça c'est encore autre chose, mais vraiment il y a des scènes épiques dans ce film, donc faut vraiment le voir. En revanche, le film a mis à terme à la longue amitié entre Truffaut et Godard, car Godard trouvait que le film ne reflétait pas la vérité de comment se passe un tournage. Pour lui, ce film est une fiction et non une vérité. Après, j'ai envie de dire, vu comme le film est bien, est-ce qu'on se passerait pas de la vie de Godard, pour le coup? Ou pour toujours, en fait. Personne veut me passer 10 000 balles pour aller au bordel. Écoute, Alphonse, viens. Le dernier film dont nous allons parler, et là on fait un gros saut dans le temps, c'est J'ai engagé un tueur ou I Hired a Contract Killer d'Aki Kaurismäki, sorti en 1990 sur un scénario d'Aki Kaurismäki d'après une idée originale de Peter Van Bagh. Le film raconte l'histoire d'Henri, interprété par Jean-Pierre Léaud, un Français qui habite en Angleterre et qui travaille dans une société sur le point d'être privatisée. Il perd son travail et cherche à mettre fin à ses jours, mais n'y arrive pas par manque de courage. Du coup, il engage un tueur, sur gage, mais après avoir rencontré Margaret, avec qui il eut une relation amoureuse, il décide de ne plus vouloir mourir. Sauf qu'il n'arrive pas à se débarrasser du tueur à gage. Le film a une atmosphère assez particulière car il y a déjà très peu de paroles dans le film. C'est un film qui fait penser à un peu un film muet par son atmosphère, mais en même temps il s'agit tout de même d'une chasse à l'homme, il faut pas l'oublier. Ce film, bien que fait longtemps après tous ceux dont je viens de parler, le film ne s'éloigne pas du genre de film habituel de Jean-Pierre Léaud, puisqu'on le reconnaît, le personnage, au travers de ses expressions faciales et son jeu qui est resté le même. Bref, c'est pour moi un film à découvrir, parce qu'on parle beaucoup qu'on a beaucoup parlé de Truffaut et Godard,
Mais il n'a pas tourné que pour eux, Léo, donc ça reste un film à découvrir et qui est assez sympathique à regarder et qui ne dure pas très longtemps en plus. Jean-Pierre Léaud a aujourd'hui 80 ans et son dernier rôle au cinéma remonte à 2019. Il avait renoué avec le succès en 2016 avec le film La mort de Louis XIV, acteur qui a eu une très bonne réputation dans le cinéma et fascine encore par son jeu d'acteur. Il garde une place particulière au sein du cinéma français comme l'acteur qui fait partie de ceux qui ont contribué à la nouvelle vague. Acteur modeste, il vit humblement avec sa femme à Paris depuis 32 ans. Bien que très perturbé par la mort de son mentor François Truffaut, puis celle de Godard récemment, il reste sur pied et apparaît lors des cérémonies qui lui sont dédiées. Bref, cette vidéo me tenait à cœur car Jean-Pierre Léaud c'est un de ceux avec qui j'ai découvert le cinéma de Truffaut. Et franchement, j'aime beaucoup la série d'Antoine Doinel et Les Deux Anglaises et Continents reste un de mes films préférés. Bon, ça détrônera jamais Cinéma Paradiso, mais ça reste quand même un de mes films préférés sur Terre. Bon, si la vidéo vous a plu, je vous invite à aimer, partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça me fait chaud au cœur, franchement, que mon travail a l'air d'être apprécié. Et franchement, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Si vous voulez me contacter, je vous retrouve dans l'espace commentaire, bien sûr, je réponds à tout le monde. Et on se dit donc à dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, je vous laisse avec un petit extrait, je ne sais pas encore lequel. Ce sera celui qui ne sera pas censuré par YouTube. À dans 15 jours. Plus important. Ne fais pas l'idiot, Alphonse. Tu es un très bon acteur, le travail marche bien. Je sais, il y a la vie privée, mais la vie privée, elle est boiteuse pour tout le monde. Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Les films avancent comme des trains, tu comprends? Comme des trains dans la nuit. Les gens comme toi, comme moi, tu le sais bien, on est fait pour être heureux dans le travail, dans notre travail de cinéma.